Imaginez une femme de 63 ans. Elle est assise à sa table de cuisine, boit son café et regarde par la fenêtre. Derrière elle, 30 ans de mariage qui s'est terminé par un divorce, des enfants qui vivent déjà leur propre vie depuis longtemps, une carrière qui a apporté la stabilité mais pas la joie. Et maintenant, dans le silence du matin, elle ressent quelque chose d'inconnu, pas la solitude, mais l'espace. Un espace qui effraie et appelle en même temps. Elle pense: qui suis-je maintenant? Sans rôle, sans obligation, sans cette image que j'ai construite toute ma vie. Et c'est précisément dans cette question que se cache la clé de ce que Carl Jung appelait l'individuation, le processus de devenir véritablement soi-même. Jung disait que la seconde moitié de la vie n'est pas un déclin, mais un éveil à une vérité plus profonde. C'est le moment où les masques que nous portions pour survivre dans notre jeunesse deviennent trop lourds. C'est le moment où l'âme exige l'honnêteté. Mais l'honnêteté commence non pas par la recherche de quelqu'un d'autre, mais par la rencontre avec ces parties de nous-mêmes que nous avons cachées dans l'obscurité pendant des années entières. Jung appelait cela l'ombre, non pas quelque chose de mauvais ou d'effrayant, mais simplement ce que vous ne vous êtes pas permis d'être. Peut-être est-ce votre besoin de tendresse que vous avez caché derrière la force. Peut-être est-ce la colère que vous avez réprimée pour être obéissante. Peut-être sont-ce des rêves que vous avez qualifiés de naïfs, parce que quelqu'un vous a dit un jour qu'ils n'étaient pas pratiques. Après 60 ans, la vie offre un cadeau. Elle retire les distractions. Les enfants ont grandi, la carrière n'exige plus de preuves. Les attentes sociales deviennent de moins en moins bruyantes. Et dans ce silence, apparaît la chance d'entendre sa propre voix. Mais cette voix dit souvent des choses déplaisantes. Elle rappelle les douleurs inachevées, les promesses à soi-même que vous avez brisées, ces moments où vous avez choisi la sécurité au lieu de la vérité. Et c'est précisément ici que commence le véritable travail, celui que la psychologie de Carl Jung appelle le travail sur l'ombre pour la confiance. Ce n'est pas de l'auto-flagellation, c'est une reconnaissance. Oui, j'ai caché des parties de moi-même. Oui, j'avais peur. Oui, je n'ai pas vécu pleinement. Et en même temps, mais maintenant je peux faire autrement. Une estime de soi saine, ce n'est pas penser que vous êtes parfait. C'est une profonde conviction que vous avez le droit d'exister tel que vous êtes, avec toutes vos contradictions, toutes vos histoires inachevées, tout ce que vous avez autrefois appelé pas assez bon. Imaginez une femme qui a cru toute sa vie que sa valeur dépendait de son utilité aux autres. Elle cuisinait, nettoyait, soutenait, résolvait les problèmes de tout le monde autour d'elle. Et quand les enfants ont grandi et que son mari est parti, elle a soudain ressenti un vide. Non pas parce qu'ils n'étaient plus là, mais parce que sans eux, elle ne savait pas qui elle était. Son estime de soi était construite sur la validation externe, sur l'opinion des autres, sur leurs besoins d'elle. Mais la vraie valeur, celle qui ne dépend pas des évaluations, du succès, de savoir si quelqu'un vous aime aujourd'hui. Épictète, l'ancien philosophe stoïcien, disait: « Il y a des choses qui sont en notre pouvoir, et des choses qui sont hors de notre pouvoir. Le bonheur vient lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler. Et que pouvez-vous contrôler? Pas l'opinion des autres, pas leurs sentiments, pas leurs choix, mais vous pouvez contrôler votre attitude envers vous-même. Vous pouvez choisir de vous voir, non pas à travers le prisme des erreurs passées, mais à travers le prisme du courage avec lequel vous les avez traversées. Après 60 ans, cela ne devient pas une abstraction philosophique, mais une nécessité. Car si vous voulez trouver le véritable amour, non pas comme un sauvetage de la solitude, mais comme la rencontre de deux personnes entières, vous devez d'abord devenir entière vous-même. Et c'est là qu'apparaît le paradoxe. Pour s'ouvrir à l'amour, il faut d'abord cesser d'en avoir besoin comme remède au vide. Jung écrivait que les relations entre deux personnes ne peuvent être véritables que lorsque chacun d'eux est une personnalité distincte, non pas une moitié qui cherche à se compléter, mais un monde entier qui choisit de se partager. Mais comment devenir entière quand on se sent brisé? Comment trouver la force quand il semble que toutes ces années ont été consacrées au compromis et à l'adaptation? Il y a l'histoire d'une femme nommée Olga. Elle avait 65 ans lorsqu'elle a décidé pour la première fois depuis de nombreuses années d'aller danser. Non pas parce qu'elle voulait rencontrer quelqu'un,
mais parce qu'elle se souvenait comme elle aimait danser dans sa jeunesse, avant que son mari ne dise que c'était une perte de temps. Elle est venue au premier cours, se sentant étrangère, le corps n'était pas aussi souple, le rythme se perdait, et il y avait beaucoup de personnes plus jeunes dans la salle, mais après quelques semaines, quelque chose a changé. Elle a cessé de se comparer aux autres, elle a commencé simplement à ressentir la musique, le mouvement, la joie que son corps pouvait encore faire cela. Et c'est là, à la danse, qu'elle a rencontré un homme, non pas parce qu'elle cherchait, mais parce qu'elle était devenue elle-même. Il a vu non pas une femme qui essayait de plaire à quelqu'un, mais une femme qui vivait. C'est le secret dont Jung parlait constamment. Le véritable amour ne vient pas à ceux qui en ont désespérément besoin, mais à ceux qui ont déjà appris à vivre pleinement sans lui. Car alors l'amour devient non pas un canot de sauvetage, mais le vent dans les voiles d'un navire déjà en mouvement. Mais pour atteindre ce point, il faut faire ce qui effraie le plus. Regardez ces parties de vous-même que vous avez rejetées. Peut-être avez-vous cru toute votre vie qu'être vulnérable était une faiblesse, et donc vous avez caché la douleur derrière un sourire, les larmes derrière l'occupation, le besoin de soutien derrière l'idée que vous êtes forte et pouvez tout faire seule. Mais cette force construite sur le déni de la vulnérabilité devient une prison. Elle ne permet pas aux autres de vous voir vraiment, et s'ils ne vous voient pas vraiment, alors l'amour qui vient, c'est l'amour du masque, pas de vous, et vous vous retrouvez dans une relation, mais vous vous sentez seul, parce que celui qui est à côté ne sait pas vraiment ce qu'il y a en vous. Le travail sur l'ombre, c'est permettre de vous autoriser à être complexe. C'est dire « oui, je veux parfois que quelqu'un prenne soin de moi. Oui, je ressens parfois la peur. Oui, je ne suis pas toujours sûr. » Et en même temps rester stable dans la compréhension que ces sentiments ne vous rendent pas moins. Ils vous rendent humaine. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Mais il ne parlait pas de répression des sentiments. Il parlait de reconnaissance de ce qui est, sans jugement, et du choix de la façon d'y réagir. Imaginez un phare sur la côte de l'océan. Il se tient seul, mais il n'est pas solitaire. Il brille non pas parce que quelqu'un le demande, mais parce que c'est sa nature. Il ne vacille pas à chaque vague, car ses fondations sont profondément dans la terre. Mais il n'est pas non plus un bloc solide de pierre. À l'intérieur, il y a de l'espace, il y a des escaliers, il y a ce qui le rend vivant. Après 60 ans, vous pouvez devenir ce phare. Non pas parce que vous avez cessé d'avoir besoin de chaleur ou de proximité, mais parce que vous avez appris à briller indépendamment de savoir si quelqu'un voit cette lumière aujourd'hui. Avez-vous déjà réfléchi aux parties de vous-même que vous avez cachées pour être accepté? Quels rêves avez-vous qualifiés d'irréalistes? Quels sentiments d'inacceptables? Quel désir de trop audacieux? Comment votre vie changerait-elle si vous vous autorisiez à être ce que vous êtes, sans excuse? J'aimerais entendre vos pensées. Écrivez dans les commentaires quelle partie de vous-même vous êtes prête à enfin donner une place. Le processus de devenir soi-même n'est pas un chemin linéaire. Il y a des jours où vous vous sentez forte, équilibrée, pleine, et il y a des jours où les vieilles peurs reviennent, où la voix dans votre tête dit « Tu es trop âgé pour un nouvel amour. Qui t'aimera comme ça? Tu as déjà manqué beaucoup. » C'est la voix non pas de la vérité, mais d'un ancien traumatisme. C'est la voix de ces moments où quelqu'un vous a fait sentir insuffisante, où vous avez cru que votre valeur avait une date de péremption. Mais Jung rappelait que l'intégration de l'ombre n'est pas un événement unique, c'est une pratique, c'est un choix quotidien de regarder ce qui effraie et de ne pas détourner le regard. Il y a une femme nommée Maria. Après la mort de son mari, elle a passé 3 ans dans le deuil. Les amis lui disaient « Tu dois continuer à vivre, trouve quelqu'un ». Mais elle ne pouvait pas, non pas parce qu'elle l'aimait encore, elle l'aimait mais c'était différent. Elle ne pouvait pas parce qu'elle se sentait incomplète. Comment pourrait-elle s'ouvrir à quelqu'un de nouveau quand elle ne savait pas elle-même qui elle était sans lui? Alors elle a commencé à écrire, pas pour publication mais pour elle-même. Chaque jour, elle notait des souvenirs, non seulement sur son mari, mais sur elle-même. Qui était-elle avant lui? Quels rêves avait-elle? Quelle peur cachait-elle? Et progressivement, elle a commencé à voir des schémas.
Elle a vu combien de fois elle vivait à travers lui, ses ambitions, ses besoins, son monde. Et même si elle aimait cela, elle avait aussi perdu une partie d'elle-même. Quand Maria a finalement rencontré une nouvelle personne, c'est arrivé 4 ans plus tard. Elle était différente. Elle ne cherchait pas quelqu'un qui comblerait le vide. Elle cherchait quelqu'un qui respecterait son espace. Et cela a tout changé. Leur relation s'est construite non pas sur le besoin, mais sur le choix. Non pas sur le comblement, mais sur le partage. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle a senti que l'amour pouvait être libre, non pas un fardeau, non pas une obligation, mais une joie. Le véritable amour après 60 ans, ce n'est pas ce qui ressemble au film. Ce ne sont pas des passions sauvages ou des nuits blanches. C'est une paix profonde, en présence d'une autre personne. C'est la possibilité d'être soi-même, avec toutes les cicatrices, tout le passé, toutes les bizarreries, et de sentir qu'on vous voit, pas idéalisé, pas corrigé, mais simplement vu. Et ce n'est possible que lorsque vous vous voyez vous-même. Quand vous avez cessé de cacher ce que vous considérez comme mauvais et que vous avez appris à vivre avec tout vous-même, avec la lumière et l'ombre. Jung disait, le plus grand fardeau qu'un enfant porte, c'est la vie non vécue des parents. Mais que faire si vous n'êtes plus un enfant? Que faire si vous avez 60, 65, 70 ans? Alors le plus grand fardeau, c'est votre propre vie non vécue. Ces mots que vous n'avez pas dits, ces frontières que vous n'avez pas établies, ces risques que vous n'avez pas pris. Mais voici le secret. Tant que vous êtes vivante, il n'est jamais trop tard pour commencer. Pas recommencer de zéro. Votre passé fait partie de vous et il est précieux. Mais commencez avec la conscience qu'il y a encore un chemin devant et qu'il peut être complètement différent. L'une des plus grandes erreurs que font les gens en cherchant l'amour, c'est d'essayer de devenir ce qu'ils pensent que leur partenaire veut les voir. Ils deviennent plus joyeux s'ils pensent qu'on veut les voir ainsi, ou plus calmes, ou plus forts. Mais chaque fois que vous vous changez pour quelqu'un, vous vous éloignez davantage de votre vrai vous. Et même si cette personne tombe amoureuse, elle tombera amoureuse non pas de vous, mais de votre version créée pour elle. Et cela signifie que vous devrez maintenir ce masque toujours, ce qui épuise et finalement détruit le lien. L'alternative, c'est venir dans une relation déjà entière, pas parfaite, mais complète. Cela signifie que vous avez déjà fait le travail, regardé vos blessures, compris vos schémas, reconnu vos peurs. Cela ne signifie pas que vous avez déjà tout résolu, mais cela signifie que vous êtes prête à être honnête sur où vous en êtes. Et cette honnêteté, ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force que vous pouvez apporter dans une relation, car elle invite l'autre personne à être tout aussi honnête. Elle crée un espace pour l'authenticité. Pensez-y ainsi. Si vous portez un masque, votre partenaire doit aussi porter un masque, car si vous ne montrez pas votre vulnérabilité, ils ne sentent pas la permission de montrer la leur. Mais si vous retirez le masque, prudemment, progressivement, mais inexorablement, vous leur donnez la permission de faire de même. Et alors apparaît la possibilité d'une véritable connexion, pas parfaite, où personne ne fait jamais d'erreur, mais réelle, où tous deux sont des humains avec leur complexité, mais choisissent d'être ensemble malgré cela, ou plutôt à cause de cela. Épictète parlait aussi de l'importance d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, et cela concerne non seulement les circonstances extérieures, mais aussi vous-même. Vous ne pouvez pas changer votre âge, vous ne pouvez pas réécrire votre passé, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre corps soit comme à 30 ans, mais vous pouvez changer votre attitude envers cela. Vous pouvez voir les rides comme une carte de la vie vécue et non comme une preuve de déclin. Vous pouvez voir les cicatrices émotionnelles et physiques comme un témoignage que vous avez survécu et non comme des défauts. Et ce changement de perception, il change tout, car quand vous vous acceptez tel que vous êtes, vous cessez de chercher quelqu'un qui confirmera votre valeur. Vous connaissez déjà votre valeur. Imaginez un vieil arbre. Son écorce est craquelée. Ses branches ne sont pas aussi droites que celles des jeunes plants, mais ses racines vont profondément. Il a résisté aux tempêtes, aux sécheresses, aux hivers. Et c'est précisément pour cela qu'il est stable. Il n'essaie pas de ressembler à un jeune plant. Il se tient dans sa force, qui vient non pas de l'impeccabilité, mais de l'endurance.
Après 60 ans, vous êtes cet arbre. Et celui qui ne regarde que la surface ne verra pas votre beauté, mais celui qui regarde plus profondément verra la magnificence. Il y a encore une autre partie importante de la psychologie de Carl Jung, l'idée de l'anima et de l'animus. Ce sont des images intérieures du sexe opposé qui vivent en chacun de nous. Chez la femme, c'est l'animus, le principe masculin intérieur, qui peut être source de force, de détermination, de logique. Chez l'homme, c'est l'anima, le féminin intérieur, qui porte l'intuition, l'émotivité, la créativité. Le problème survient quand nous projetons ces qualités vers l'extérieur, quand une femme s'attend à ce que l'homme soit la seule source de sa force, ou qu'un homme s'attend à ce que la femme soit la seule source de sa vie émotionnelle. Cela crée une dépendance, pas un partenariat. Après 60 ans, lorsque la vie vous a déjà beaucoup appris, il y a une chance d'intégrer ces parties. Si vous êtes une femme, vous permettre d'être à la fois tendre et forte. Ne pas choisir entre les deux, mais être les deux. Si vous êtes un homme, reconnaître que vous pouvez être à la fois logique et émotionnel, que les larmes ne vous rendent pas faible, mais vous rendent complet. Et quand vous intégrez ces parties en vous-même, vous cessez d'avoir besoin d'un partenaire comme complément. Vous venez dans une relation entière, et alors la relation devient non pas sur la survie, mais sur l'épanouissement. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de défis dans les relations après 60 ans. Il y en a. Peut-être que vous avez tous deux un passé adulte, d'anciens partenaires, des enfants, des habitudes qui se sont formées au fil des années. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé, des peurs pour l'avenir, des points de vue différents sur la vie. Mais les défis, ce n'est pas une raison de ne pas essayer. C'est simplement la réalité. Et si tous deux sont prêts à être honnêtes, patients et ouverts, ces défis peuvent en devenir une opportunité pour une connexion encore plus profonde, car chaque conflit que vous résolvez avec respect vous rapproche. Chaque conversation difficile que vous menez avec amour construit la confiance. Il vaut la peine de s'arrêter ici et de se demander « Suis-je prête à accepter la complexité, non seulement la mienne, mais celle d'une autre personne ? Suis-je prête à être patiente quand ils luttent avec leurs ombres ? Suis-je prête à leur permettre de voir les miennes ? Car le véritable amour, ce n'est pas une harmonie parfaite. C'est une danse de deux personnes imparfaites qui choisissent de bouger ensemble même quand le rythme se perd. Il y a une femme nommée Irina. Elle a rencontré un homme quand elle avait 68. Ah non, ils étaient tous deux veufs. Tous deux avaient vécu une perte. Tous deux avaient des relations compliquées avec leurs enfants adultes. Au début, tout était facile. Ils se promenaient, parlaient pendant des heures, se sentaient à nouveau jeunes. Mais après quelques mois, les frictions ont commencé. Son fils adulte n'acceptait pas Irina. Elle voulait plus de temps ensemble, lui avait besoin d'espace. Elle avait l'habitude de parler de ses sentiments, lui de se refermer. Beaucoup de gens à leur place auraient abandonné. Mais ils ont décidé autrement. Ils ont commencé à aller en consultation, non pas pour changer quelqu'un, mais pour apprendre à se comprendre. Ils ont parlé ouvertement de leur peur. Sa peur à elle d'être à nouveau abandonnée, sa peur à lui de se perdre dans une relation. Et progressivement, ils ont trouvé un équilibre, pas parfait mais fonctionnel. Et maintenant, 3 ans plus tard, ils sont toujours ensemble, non pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais parce qu'ils ont appris à travailler avec eux. Une estime de soi saine après 60 ans, ce n'est pas se convaincre que vous êtes parfaite. C'est savoir que vous méritez l'amour, même quand vous faites des erreurs, que vous méritez le respect, même quand vous ne connaissez pas toutes les réponses, que votre vie a de la valeur, même si elle ne ressemble pas à ce que vous aviez prévu. Et cette assurance, elle change la façon dont vous apparaissez dans le monde. Les gens le ressentent. Ils voient quelqu'un qui ne supplie pas d'être accepté, mais qui existe simplement avec dignité. Et c'est magnétique. Mais comment construire cette estime de soi si pendant des années, vous avez cru le contraire ? Ce n'est pas un processus rapide. Cela commence par de petits actes de gentillesse envers soi-même, en s'arrêtant quand le critique intérieur dit quelque chose de cruel et en demandant « Dirais-je cela à quelqu'un que j'aime ? Sinon, pourquoi me le permets-je » C'est célébrer les petites victoires, un jour où vous avez établi une frontière et ne vous êtes pas senti coupable. Un moment où vous avez choisi ce que vous vouliez et non ce qu'on attendait de vous.
une conversation dans laquelle vous avez dit la vérité, même quand c'était effrayant. Chacun de ces moments, c'est une brique dans les fondations d'une estime de soi saine. Et avec le temps, les fondations deviennent plus solides. Vous commencez à vous faire confiance. Vous commencez à savoir que même si tout s'effondre à l'extérieur, il y a quelque chose de stable à l'intérieur. Et cette stabilité, ce n'est pas la dureté de la pierre, mais la flexibilité de l'arbre qui plie au vent, mais ne se brise pas. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose te fait mal à cause d'une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle. Et ce jugement, tu peux le changer à tout moment. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer la douleur ou prétendre qu'elle n'existe pas, mais cela signifie que vous avez un choix, comment interpréter ce qui arrive. Si quelqu'un vous rejette, vous pouvez le percevoir comme une preuve que quelque chose ne va pas chez vous. Ou vous pouvez y voir une incompatibilité, non pas un défaut personnel, mais simplement le fait que vous ne vous convenez pas l'un à l'autre. Et ce changement, il libère. Après 60 ans, vous avez un avantage que les jeunes n'ont pas. Vous avez la perspective. Vous avez déjà vécu des déceptions et survécu. Vous avez déjà fait des erreurs et appris. Vous avez déjà été au fond et vous êtes remonté. Et cette connaissance, elle vous donne une force qui ne vient pas d'un optimisme naïf, mais d'une compréhension réelle que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous pouvez utiliser cela dans la recherche de l'amour. Non pas par désespoir, mais par sagesse. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce que vous ne voulez plus tolérer, et vous êtes prête à attendre ce qui correspond à votre vérité, au lieu de vous accrocher à la première chose qui apparaît. Cela ne signifie pas être difficile dans un sens superficiel, chercher quelqu'un de parfait. Cela signifie être exigeante dans un sens profond, chercher quelqu'un qui respecte votre intégrité, qui est prêt à grandir ensemble, qui vous voit non pas comme un projet à corriger, mais comme une personne digne d'amour telle qu'elle est. Et si vous êtes sur ce chemin en ce moment, si vous lisez ceci et pensez « Est-ce possible pour moi ?» alors permettez-moi de vous rappeler « Oui, c'est possible. » Non pas parce que tout sera facile, non pas parce que vous deviendrez soudainement une autre personne, mais parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez juste besoin de vous permettre de le voir. Si cela résonne en vous, si vous sentez que vous êtes prête pour ce voyage, abonnez-vous. Ici, nous continuerons à explorer ces thèmes qui aident à vivre plus profondément et plus librement. Maintenant, imaginez-vous dans un an, vous avez fait le travail, vous avez regardé vos ombres, ces parties que vous cachiez depuis des années. Vous avez reconnu vos blessures et commencé à les guérir. Vous avez appris à établir des frontières, à dire la vérité, à vous choisir sans vous sentir égoïste. Vous avez intégré vos énergies masculines et féminines intérieures, êtes devenue plus complète. Et maintenant vous marchez dans le monde différemment. Non pas par désespoir, non pas par vide, mais par plénitude. Peut-être rencontrez-vous quelqu'un. Peut-être que cela arrive de manière inattendue, dans une librairie, lors d'un cours, pendant un voyage. Peut-être est-ce un ami que vous connaissiez depuis des années, mais que vous voyez soudain différemment. Ou peut-être est-ce une nouvelle rencontre à travers une passion commune. Mais ce qui rend cela différent cette fois, c'est que vous venez à cette rencontre entière. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui comblera le vide. Vous cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre plénitude. Et cela change tout. Les conversations sont différentes. Vous n'essayez pas d'impressionner ou de plaire. Vous êtes simplement vous-même. Vous parlez de ce qui est important pour vous, non pas pour trouver un accord, mais pour être entendu. Et si cette personne résonne, c'est merveilleux. Sinon, c'est normal aussi, car vous savez que votre valeur ne dépend pas de leur réaction. Vous êtes prête à continuer sans rancune, sans auto-flagellation, sans sentiment que quelque chose ne va pas chez vous. Mais si cela résonne, si vous ressentez tous deux cette connexion silencieuse et profonde, alors quelque chose de beau commence. Pas une passion tumultueuse qui brûle fort et s'éteint rapidement, mais une flamme calme qui peut brûler pendant des années. C'est un amour construit non pas sur des illusions ou des projections, mais sur la réalité de deux personnes qui se voient telles qu'elles sont et choisissent cela. C'est un amour où il y a de l'espace pour les deux, où il n'est pas nécessaire de se perdre pour être ensemble. Jung a dit
Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Et dans les relations après 60 ans, lorsque vous avez déjà fait le travail intérieur, ce principe devient un outil de croissance. Quand quelque chose chez votre partenaire provoque une réaction, non pas un désaccord superficiel, mais un inconfort profond, vous pouvez vous demander « Que dit cela de moi ? Quelle ombre se reflète ici ?» Peut-être que son besoin de solitude vous rappelle l'abandon que vous avez vécu dans l'enfance. Peut-être que sa franchise active votre blessure sur le fait que votre voix n'a jamais été importante. Et au lieu de les blâmer, vous pouvez utiliser cela comme un miroir, vous regarder plus profondément, guérir de vieilles douleurs, continuer à grandir. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vrais problèmes dans les relations qui doivent être résolus ensemble. Il y en a, mais quand chacun prend la responsabilité de ses réactions, de ses déclencheurs, de son histoire, alors les problèmes ne deviennent pas une guerre, mais un travail commun. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre, vous êtes ensemble contre le problème. Et cela fait des relations non pas une source d'épuisement, mais un espace de guérison. Maintenant, pensez à un autre avenir, celui où vous ne rencontrez personne. Peut-être que c'est aussi votre chemin. Peut-être qu'après tout le travail intérieur, vous comprenez que vous aimez vraiment vivre seul. Non pas par solitude, mais par choix. Peut-être découvrez-vous que votre amour peut aller dans d'autres directions, dans la créativité, dans l'amitié, dans le service, dans la connexion avec la nature ou la spiritualité. Et c'est aussi un chemin complet, car le véritable objectif n'est pas de trouver l'amour romantique à tout prix, mais de se trouver soi-même, puis de vivre authentiquement. Si après tout le travail vous comprenez que vous êtes heureuse seule, ce n'est pas un échec, c'est un succès, car vous vous êtes libérée des attentes sociales, de l'idée que votre vie est incomplète sans partenaire. Vous avez trouvé la complétude à l'intérieur, et cette complétude, elle donne une paix que personne ne peut vous enlever. Vous pouvez vous réveiller chaque matin, sachant que votre journée a un sens, non pas parce que quelqu'un est à côté, mais parce que vous avez choisi de la remplir de choses qui résonnent avec votre âme. Mais si vous voulez quand même l'amour, si après toute l'honnêteté avec vous-même vous savez que c'est une partie de votre vérité, alors n'ayez pas peur de ce désir. Ne l'appelez pas faiblesse ou dépendance. Le désir de connexion, de proximité, de communion, c'est humain, c'est normal. Et après 60 ans, il peut être encore plus profond, car vous savez déjà ce qui est précieux. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui vous sauvera, vous cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez partager ce qui est. Il y a l'histoire d'Anna. Elle avait 72 ans quand elle a rencontré un homme nommé Petro. Ils vivaient tous deux dans la même résidence pour personnes âgées. Il était veuf, elle était divorcée. Ils ont commencé à parler dans la cuisine commune, de petites choses au début, puis de choses plus profondes. Il a raconté sa vie d'ingénieur, comment il avait perdu sa femme et sentait qu'une partie de lui était partie avec elle. Elle a raconté son mariage, qui était plus un devoir qu'un amour, et comment après le divorce, elle avait ressenti la liberté pour la première fois, mais aussi la peur. Que faire de cette liberté ? Ils ne se sont pas précipités dans une relation. Ils ont simplement continué à parler. Pendant des mois, ils se promenaient, buvèrent du thé, partagèrent des livres. Et lentement, naturellement, quelque chose de solide a grandi entre eux. Pas dramatique, mais silencieux. Ils n'ont pas emménagé ensemble. Tous deux apprécièrent leur espace. Mais ils passèrent du temps ensemble chaque jour. Et c'était suffisant. C'était même plus que suffisant. C'était exactement ce dont ils avaient tous deux besoin. Une connexion sans perte de soi, une proximité sans absorption. Leur histoire, ce n'est pas une exception. C'est une possibilité qui existe pour tous ceux qui sont prêts à faire le travail. Pas magique, pas garanti, mais réel. Car la vie après 60 ans, ce n'est pas une fin. C'est un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, il y a de la place pour tout. Pour la guérison, pour la croissance, pour la joie, pour l'amour. Le travail sur l'ombre pour la confiance, c'est la clé. Quand vous reconnaissez ces parties de vous-même que vous considériez inacceptables, vous leur retirez leur pouvoir sur vous. La peur d'être abandonné perd sa force quand vous savez que même si quelqu'un part, vous ne vous effondrerez pas. La peur de ne pas être assez bonne se dissout quand vous acceptez que vous êtes déjà suffisante. La peur de la vieillesse recule quand vous la voyez non pas comme une fin, mais comme un approfondissement.
Et alors quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'avoir peur. Non pas dans le sens où il n'y a plus du tout de peur, elles existent, mais elles ne vous contrôlent plus. Vous pouvez ressentir la peur et agir quand même. Vous pouvez ressentir l'incertitude et essayer quand même. Vous pouvez ressentir la vulnérabilité et vous ouvrir quand même. Car vous savez que de l'autre côté de la peur, c'est la vie, la vraie, complète, riche vie. Épictète disait « Les gens ne sont pas troublés par les choses elles-mêmes, mais par leurs pensées sur les choses. » Si vous pensez qu'après 60 ans l'amour est impossible, il sera impossible. Non pas parce que le monde est ainsi fait, mais parce que vous ne vous donnez pas une chance. Vous ne remarquez pas les opportunités. Vous ne vous ouvrez pas. Vous vivez dans une prophétie auto-réalisatrice. Mais si vous changez de pensée, si vous pensez « peut-être que je ne sais pas ce qui est possible, peut-être que je me permettrai d'être surprise », alors tout s'ouvre. Cela ne signifie pas être naïve. Cela signifie être ouverte, ouverte à ce que la vie peut apporter quelque chose d'inattendu, à ce que votre histoire n'est pas encore terminée, à ce que l'amour peut avoir l'air différent de ce que vous imaginiez, mais être encore plus profond. Comment voyez-vous votre avenir? Comme quelqu'un qui attend la fin ou comme quelqu'un qui écrit un nouveau chapitre? Quelles histoires vous racontez-vous sur ce qui est possible après 60 ans? Et si ces histoires vous limitent, que se passerait-il si vous vous permettiez d'imaginer autre chose? J'aimerais entendre vos rêves, vos peurs, vos espoirs, ce qu'est pour vous le véritable amour à cet âge. Partagez dans les commentaires. Le processus de devenir soi-même, l'individuation, comme Jung le disait, c'est un voyage de toute une vie. Mais la seconde moitié de la vie, c'est le moment où elle devient la plus importante. Car c'est alors que vous avez à la fois la sagesse, le temps et le courage de regarder la vérité. Dans la jeunesse, vous étiez occupé à survivre, à construire une carrière, à créer une famille. Ce sont des choses importantes, mais elles distrayaient aussi de la question « Qui suis-je vraiment ?» Maintenant que les distractions sont moins nombreuses, cette question devient plus forte. Et ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Imaginez que votre vie est un livre. La première moitié, c'est l'intrigue, les actions, les événements. La seconde moitié, c'est la profondeur, le sens, la compréhension. Les deux sont importantes, mais si la première moitié est sur ce que vous faites, la seconde moitié est sur qui vous êtes. Et c'est dans cette seconde moitié que vous pouvez trouver un amour qui résonne non pas avec vos réalisations ou votre apparence, mais avec votre essence. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez rencontrer une autre personne qui se connaît aussi. Et alors les relations, ce n'est pas la collision de deux histoires inachevées, mais la danse de deux livres complets, dont chacun a quelque chose de précieux à partager. Vous n'avez pas besoin d'eux pour finir votre histoire. Ils ajoutent simplement un nouveau chapitre qui enrichit ce qui est déjà. Mais pour y arriver, il faut d'abord terminer les chapitres précédents. Il faut pardonner à ceux qui vous ont fait mal, non pas pour eux, mais pour vous, car porter la rancune, c'est un fardeau qui vous use, pas eux. Il faut vous pardonner pour les décisions que vous voyez maintenant différemment, car vous avez fait tout ce que vous pouviez avec ce que vous saviez alors. Il faut lâcher les versions de l'avenir qui ne se sont pas réalisées, car le chemin que vous avez pris vous a mené ici, et ici il y a sa propre valeur. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui vous a offensé. Si quelqu'un vous a traité sans amour, la meilleure façon de guérir, c'est d'apprendre à vous aimer. Si quelqu'un n'a pas vu votre valeur, la meilleure façon d'avancer, c'est de la voir vous-même. Si quelqu'un vous a fait sentir petite, la meilleure façon de reprendre le pouvoir, c'est de vous permettre de vous étendre, d'occuper tout l'espace qui vous appartient. Et ce n'est pas de la colère ou de l'orgueil, c'est de la dignité, une connaissance silencieuse et inébranlable que vous méritez tout le bien que la vie peut offrir. Non pas parce que vous l'avez gagné par la souffrance, mais simplement parce que vous existez. Votre existence, c'est votre valeur. Pas ce que vous avez fait, pas à quoi vous ressemblez, pas ce que les autres pensent, simplement le fait que vous êtes ici. Après 60 ans, vous pouvez enfin croire en cela. Non pas comme une idée que vous lisez dans les livres, mais comme un sentiment vécu. Et quand vous y croyez, quand vous le savez vraiment dans vos os, alors l'amour qui vient reflète cette vérité. Car vous n'attirez pas ceux qui veulent
vous utilisez ou vous corrigez, mais ceux qui voient votre complétude et la respectent. La dernière chose que je veux dire, ne vous précipitez pas. Ce processus, devenir soi-même, guérir l'ombre, construire une estime de soi saine, il n'a pas de date limite, il n'y a pas de course, il n'y a que votre chemin qui se déroule à son propre rythme. Certains jours vous avancerez de grands pas, d'autres jours vous aurez l'impression de reculer. Mais même, les reculs font partie du voyage. Ils vous enseignent quelque chose, ils vous montrent où il y a encore du travail à faire. Et à travers tout cela, soyez douce avec vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez tendrement. Célébrez les petites victoires, pardonnez les trébuchements. Reconnaissez le courage qu'il faut pour faire ce travail, pour regarder ce qui fait peur, pour changer ce qui est confortable, pour risquer à nouveau l'ouverture après avoir été blessé. Car voilà la vérité. Après 60 ans, l'amour que vous cherchez n'est pas à l'extérieur en premier. C'est d'abord à l'intérieur. C'est l'amour que vous vous donnez, la compassion, la patience, l'acceptation. Et quand cet amour intérieur est solide, tout le reste suit. Peut-être que l'amour romantique vient, peut-être qu'il ne vient pas. Mais dans tous les cas, vous êtes déjà entière. Vous êtes déjà aimée par vous-même. Et c'est l'amour le plus important de tous.